Le château de Chenonceau a presque 600 ans et c'est le second château le plus visité en France après Versailles. Alors que la visite commence. À la mort de son époux Henri II, Catherine de Médicis devient régente. En femme avisée et pour rassembler la cour autour d'elle, elle fait édifier en 1577 les galeries sur le pont qui enjambe le Cher. La grande galerie est longue de 60 mètres et large de 6. Elle servait de salle de bal pour les fêtes de Catherine et son fils Henri III. À chaque extrémité, une cheminée Renaissance. Celle du sud n'est qu'un décor entourant une porte menant à la rive gauche du Cher. Les cuisines sont installées au sous-sol dans les piliers creux du château de Catherine Brissonnet. L'office, aux voûtes en croisée d'ogive, possède la plus grande cheminée du château. À côté, le four à pain. Le garde-manger de belle taille. À noter, les compositions florales installées par le jardinier dans toutes les pièces du château et régulièrement rafraîchies. Un pont entre les deux piliers mène à la cuisine avec son énorme fourneau, son arsenal de casseroles et la rôtissoire dans la cheminée. Le mobilier du XVIe siècle a été remplacé pendant la Première Guerre mondiale quand le château abritait un hôpital militaire. Un quai de débarquement permettait de livrer directement les marchandises à la cuisine. Dans la boucherie, un grand billot avec ses hachoirs et couteaux, et une roue pour puiser l'eau directement dans le fleuve. Pour finir, la salle à manger du personnel du château. La cheminée de Jean Goujon et le plafond portent les initiales entrelacées de Catherine et de Henri II. Le lit à baldaquin et les fauteuils de cuir de Cordoue datent du XVIe siècle, comme les deux tapisseries flamandes. Le tableau de la Vierge à l'Enfant est de Murillo. Mais l'idée du tableau de Catherine de Médicis dominant la pièce semble étrange dans la chambre dédiée à sa rivale. Dans la chambre de François Ier, la très belle cheminée a été restaurée au XIXe siècle, mais elle a perdu ses statues. Le cabinet italien du XVIe siècle, incrusté de nacre et d'ivoire gravé à la plume, est la plus belle pièce du mobilier. Les portraits de Diane de Poitiers et de Gabrielle d'Estrées en Diane chasseresse, et celui des trois sœurs de Nesle en Trois Grâces antiques, rendent hommage aux maîtresses respectives des rois Henri II, Henri IV et Louis XV. Le portrait d'apparat de Louis XIV fut offert par le roi à son oncle le duc de Vendôme lors de sa visite à Chenonceau en 1650. Le mobilier est recouvert de tapisseries d'Aubusson
et la console est de style boule. La cheminée s'orne des armoiries de François Ier et de Claude de France, la salamandre et l'hermine. Dans le vestibule de Catherine Brissonnet, au premier étage, sont rassemblées des tapisseries du XVIIe siècle tissées à Audenarde, en Flandre, un atelier qui date du XIVe siècle. Catherine Brissonnet est considérée comme l'architecte de Chenonceau pour cette époque, car elle a décidé de l'architecture aussi bien que de l'aménagement du château médiéval, et elle avait même prévu le pont. Elle meurt à 32 ans sans avoir terminé son œuvre. Il a fallu la volonté de 3 femmes pour que cette galerie existe. Catherine Brissonnet qui a imaginé le pont et Diane de Poitiers qui l'a fait construire. Catherine de Médicis termine l'ouvrage avec 3 niveaux de bâtiments luxueux pour les fêtes de la cour. Diane de Poitiers était, paraît-il, la plus belle femme de France. Elle rencontre le futur roi Henri II quand il a 7 ans. C'est le fils de François Ier et il est demandé en otage par les Anglais pour remplacer son père prisonnier. Elle a 27 ans et elle est sa gouvernante. Il a peur, elle l'embrasse. Et la légende dit que le jeune enfant n'oubliera jamais ce baiser. Devenu roi, il fait de cette femme de 20 ans son aînée la maîtresse toute puissante qu'il ne quittera qu'à sa mort. Et la propriétaire légale de ce château qu'elle contribuera à embellir. Catherine, qui reprend le château à la mort du roi, essaiera par tous les moyens d'effacer les traces de sa rivale, en créant d'autres jardins, d'autres bâtiments, d'autres décors, bibliothèques, chapelles, apothicaireries. Et cette galerie sera aménagée en hôpital durant la Première Guerre mondiale par son propriétaire Gaston Meunier, le chocolatier. En 1940, elle devient la frontière entre la France occupée et la zone libre, qui passe juste au milieu du Cher. Son propriétaire facilitera le passage à main résistant. Le château sera bombardé par les Allemands en 1940, puis par les Alliés en 1944, et reconstruit par la famille Meunier à partir de 1951. Cette pièce rend hommage aux 2 filles et aux 3 belles-filles de Catherine de Médicis, dont les armoiries sont incrustées dans les caissons du plafond. Les tapisseries des Flandres sont du XVIe siècle. Le mobilier et les tapisseries sont du XVIe siècle, les tomates et la cheminée sont d'époque Renaissance. Le lit est petit, mais à cette époque on dormait assis, la position couchée étant réservée aux défunts. La reine avait la réputation d'être grande utilisatrice de filtres magiques et de poisons, et la légende raconte qu'elle cachait ses fioles dans les cabinets secrets du studiolo du château de Blois. César de Vendôme est le fils légitimé d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Grand fondeur et intrigant, assagi seulement sur le tard. Les cariatides en bois encadrant la fenêtre sont du XVIIe siècle. La cheminée Renaissance a été repeinte au XIXe siècle aux armes de Thomas Bohier. Et sur la tapisserie, Perséphone descend aux enfers. Maîtresse d'Henri IV qu'elle souhaitait épouser, elle meurt jeune, à 26 ans, probablement d'une grossesse compliquée. Mais la rumeur parle d'empoisonnement tant elle était détestée du petit peuple autant que de la noblesse. 3 des tapisseries représentant juin, juillet et août sont des copies faites par les Gobelins en 1712 pour le roi, d'un ensemble appelé les Mois Lucas, d'après les cartons de la tenture bruxelloise de Lucas de Leyde en 1530.
Louise de Lorraine est la femme du roi Henri III et la belle-fille soumise de Catherine de Médicis. Elle est pieuse et effacée. À la mort de son mari, assassiné par le moine Clément lors des guerres de religion, elle se retire dans cette chambre qu'elle fait décorer, si on peut dire, dans des teintes funèbres du deuil. Elle s'y entoure de religieuses et y mène une vie de recueillement. Elle ne porte que du blanc, couleur du deuil à cette époque, d'où son surnom de Reine Blanche. À sa mort, le château couvert de dettes passe à sa nièce. En 1733, Chenonceau est toujours dans le domaine royal, mais le duc de Bourbon ruiné doit le vendre à Claude Dupin, mais surtout à sa femme Louise. Louise Dupin est une célèbre salonnière du XVIIIe siècle. 1789, Louise est veuve et installée définitivement à Chenonceau. La Révolution gronde, le comité révolutionnaire veut confisquer le château, ancien bien royal. Louise, à l'issue d'une rude bataille juridique et judiciaire, va prouver que ce château est propriété privée et elle réussit à le préserver. Le château reste une résidence privée jusqu'en 1864, date à laquelle Marguerite Pelouse, née Wilson, une héritière fortunée, l'achète. Entre 1867 et 1878, Marguerite entreprend de remettre le château dans son état du XVIe siècle, tant et si bien que les dettes s'accumulent et que le château passe dans les mains de l'industriel Henri Meunier, le chocolatier, en 1913. Chenonceau vient d'entrer dans l'histoire moderne.